Les Vases du C, tome 6, Le fils d'Éléonore, suite. Mercredi 7 septembre 2033. Le jeune urgentiste était arrivé le 5 septembre à la Grave pour le 4e et dernier stage dit de haute montagne, en vue de l'obtention de son DUMUM. Le groupe était hébergé dans l'original gîte Le Roc, où l'accueil et les repas étaient toujours au top. C'était sans doute le stage le plus intense de la formation où, lors de la première journée, les jeunes futurs médecins spécialisés dans le secours en montagne abordaient la théorie des secours en crevasse, la physiologie de l'hypoxie et l'exercice en altitude, les tests en hypoxie, les pathologies et la pédiatrie de l'altitude, ainsi que la médecine d'expédition, comme la consultation de médecine de montagne, les pathologies dentaires et le caisson hyperbare. L'apprentissage technique était important, avec les techniques de progression en haute montagne et sur glacier, celles d'autosauvetage en crevasse et la prise en charge d'une victime d'accidents en crevasse et en haute montagne, avec des simulations d'accidents multivictimes. À partir du second jour, le glacier de la Gyrose devenait leur terrain d'apprentissage et d'entraînement pour les 3 jours suivants, via l'authentique téléphérique de la Grave. La journée du mardi avait été consacrée aux apprentissages ou révisions techniques, progression encordée sur terrain glaciaire, remontée sur corde fixe et autosauvetage en crevasse, ainsi qu'à quelques exercices de médicalisation simple sur le glacier, histoire de se remettre dans le bain en douceur. Les journées suivantes étaient dédiées à des simulations de secours de plus grande ampleur et plus complexes sur le plan médical. Au programme figurait une caravane terrestre pour redescendre une victime depuis le col de la Gyrose et la médicalisation d'une victime en crevasse et en paroi. Les élèves avaient entreaperçu le secours en caravane terrestre sur une relative courte distance et dans des conditions météorologiques plutôt favorables, et c'était déjà une entreprise de longue haleine, qui n'était pas sans rappeler le secours en spéléologie du stage d'OSA, portage avec franchissement d'obstacles et médicalisation prolongée avec la prise en compte du confort de la victime et l'indispensable prévention de l'hypothermie. Aux côtés d'Alex, 35 autres médecins, principalement urgentistes et anesthésistes réanimateurs, participaient au cours grandeur nature sur le glacier de la Gyrose. Parmi ces médecins en formation, certains ne vivaient pas à proximité de la montagne. Ces apprentis alpinistes étaient encadrés par la gendarmerie et des CRS. Ils devaient surtout apprendre à évoluer en sécurité dans une caravane lors d'une chute en crevasse, car toutes les interventions en montagne n'étaient pas héliportées. Les médecins devaient donc être capables, en autosauvetage, de remonter sur corde et de secourir, au cas où, un secouriste tombé au fond d'une crevasse. Ils devaient savoir s'encorder sur glacier enneigé et savoir quelle longueur utiliser pour s'encorder. 15 à 20 mètres à 3 et au moins 20 mètres à 2 avec des nœuds. L'école de glace était une étape primordiale dans la formation. Aucune intervention médicale en altitude n'étant possible sans un minimum de bagage technique, tous les stagiaires devaient savoir s'autogérer. Le formateur insista beaucoup sur certains points, comme la bonne utilisation des crampons et du piolet pour garantir la sécurité d'une cordée. Sur glacier, même quand il fait chaud, il faut être habillé un minimum. Si vous êtes seulement en t-shirt et que vous tombez dans une crevasse, vous allez être rapidement en hypothermie, d'autant plus si vous galérez à remonter ou si vous êtes blessé. Ce n'est peut-être pas agréable l'été, mais il faut toujours être couvert. Il redonna des consignes. Donc, vous vous longez. Le crampon, on va l'utiliser en pointe avant. Vous pouvez préparer une marche, un petit peu comme ça, dit-il en frappant contre la neige glacée pour former une petite marche. Et ensuite, le piolet. Je vais chercher assez loin. Il enfonça le piolet. On put percevoir un léger bruit de craquement. Vous avez entendu ? Fissuré dessous. Donc, j'enlève tout ce qui est pourri. Voilà. Et ensuite, là, mon piolet, il est bon, précisa-t-il, après l'avoir planté plusieurs fois. Le principal danger était les crevasses, parfois bien cachées et néanmoins profondes de plusieurs dizaines de mètres. Les formateurs apprenaient donc aux médecins à utiliser un système à démultiplication des forces, le mouflage, une technique qui permet de remonter plusieurs personnes en cas de chute. Si ça ne suffit pas, dit le CRS formateur, on va prendre la corde, celle-là. On va mettre un bloqueur et on tirera vers le bas, etc., etc. Bas, haut, bas, haut. Bon, fini la théorie, place à la pratique. C'est Alex qui s'y colle. Je vais pas à fond non plus, dit Alex. Non, tu y vas tranquille. Le jeune homme pratiquait régulièrement l'alpinisme
et ne reculait devant rien, pas même une crevasse. Heureusement, Helena n'était pas là pour le voir. « Vas-y, dit le formateur. »« Je tente. » L'urgentiste se laissa descendre très rapidement. « Hop là, ça va, Alex ?»« Ouais, répondit la voix du jeune médecin des profondeurs de la crevasse. « Tu ne t'es pas fait mal ?»« Non. » Dans un premier temps, les autres devaient enrayer la chute et dans un second temps, ils devaient préparer les moyens d'extraction. Ils allaient devoir s'entraîner régulièrement parce que le jour où ça allait arriver, avec le stress, il était possible de perdre ses moyens. Il fallait que ça devienne un réflexe. L'intérêt de l'exercice était double, se mettre dans la peau des secouristes et des victimes. Alex était trempé. Il avait de la neige partout, ça dégoulinait. Il avait un peu froid et la descente l'avait secoué. Il était dans la peau de la victime. Il avait galéré à sortir son matériel et s'imaginait en train de perfuser. Cela nécessitait une organisation sans faille. Certes, on n'exigeait pas d'eux d'être d'excellents alpinistes, mais on leur demandait d'être capables de se déplacer en toute sécurité, s'habituer à ce milieu et de pouvoir mobiliser toute leur énergie et toutes leurs capacités intellectuelles pour leur travail de médecin. Ils devaient s'affranchir complètement du milieu et n'avoir plus à penser à leur propre sécurité, se concentrer sur les problématiques médicales. Un autre médecin, Caroline, avait remonté Alex. Moins d'une heure après avoir quitté le glacier, ils n'eurent pas le temps de profiter du chalet et de sa quiétude, car les stagiaires avaient encore du travail. Le formateur avait encore des choses à leur dire lors du débriefing. Peut-être que dans votre activité en montagne, vous n'aurez jamais à le faire, mais il n'est pas exclu que vous ayez à sortir un secouriste d'une crevasse. Je vous souhaite de ne jamais avoir à le faire. Rappelez-vous aussi que le rôle du secouriste en montagne est identique à celui de l'ambulancier en SMUR. C'est quelqu'un dont la fonction n'est pas forcément de vous aider, mais qui va vous assister. Mais attention, il est clair que cette aide ne consiste pas en gestes paramédicaux. Il n'était pas question pour le groupe d'avoir un coup de fatigue. Le cours qui suivait était fondamental et rappelait à tous ces médecins les limites du rôle des secouristes. La médicalisation d'une victime en crevasse les avait plongés dans un univers particulièrement hostile. Froid, humidité et étroitesse des lieux avaient été au rendez-vous et avaient rendu particulièrement ardu le conditionnement ainsi que la prise en charge médicale de la victime. Au total, ils avaient eu un bel aperçu de l'environnement particulièrement difficile des crevasses, et ils imaginaient tous comment les difficultés, tant médicales que d'extraction, pouvaient être décuplées en réalité. Jeudi 8 septembre 2033. En haute montagne, il n'y avait plus de chemin balisé, plus de panneaux. C'était à tout alpiniste de trouver son propre itinéraire et de mettre lui-même ses points de sécurité. Ça demandait tout un apprentissage et un savoir-faire qu'Alex avait déjà acquis en grande partie. Ce qu'il aimait dans la montagne, c'était évoluer dans un milieu un peu plus sauvage, un endroit magnifique, et cet amour-là, il le partageait avec la femme de sa vie. Il se sentait heureux dans cet environnement de glace et de roches, et le massif des Écrins était l'un des plus beaux des Alpes. Ce matin, il partait comme le reste du groupe à l'assaut du Râteau, à 3800 mètres d'altitude. Il était encordé avec Jérémy, secouriste de la CRS Alpes. Pour cette course en montagne, il n'y avait ni montre ni compétition, mais juste la satisfaction de gravir un sommet. C'était l'entraînement idéal pour s'acclimater à la haute montagne pour ceux qui n'étaient pas aussi habitués que ceux qui résidaient en permanence. Avec l'évolution sur glacier et l'escalade, les médecins peaufinaient leur polyvalence et leurs conditions physiques. Il fallait pouvoir faire une caravane terrestre si un jour ils y étaient contraints, même si ce genre de situation n'était pas fréquent. Et c'était indispensable d'avoir une bonne condition physique, car un départ en intervention pouvait durer 7, 8, 9, voire 10 heures à marcher, monter dans le froid. Les candidats au DIUMUM devaient donc s'imposer de pratiquer régulièrement. Le groupe était bien loin d'une promenade de santé. Avec le manque d'oxygène, la météo changeante, les chutes de pierres, cette course rappelait aux médecins que l'alpinisme était un sport dangereux, ce qui faisait d'ailleurs son intérêt. Avoir ces notions leur permettait de comprendre les situations difficiles dans lesquelles les gens pouvaient se mettre et ce pourquoi on allait venir les chercher. Dans ce but, l'encadrement des secouristes professionnels leur permettait d'évoluer en toute sécurité, mais surtout de se familiariser à ce milieu de secours en montagne. Après plus de 2 heures d'ascension et d'efforts, la récompense était au rendez-vous, avec le Mont Blanc en toile de fond. Médecins et secouristes profitèrent de cet instant privilégié. En ce qui concernait Alex, cette ivresse de l'altitude l'avait pris depuis son plus jeune âge,
transmise essentiellement par sa mère et son grand-père maternel, pourtant marin à la base et non montagnard. Toutefois, il n'était pas arrivé au sommet pour admirer le paysage, car c'était le grand jour pour les stagiaires. Après les exercices techniques était venu le moment des simulations médicales, et pas n'importe lesquelles. Des simulations grandeur nature, pas sur des mannequins. Une cordée de 3 personnes avait fait une chute en crevasse. Suspendue dans le vide, une des victimes avait une fracture hémorragique de la jambe. Et Alex, une nouvelle fois, s'y était collé, non comme victime, mais comme médecin de l'intervention. Les autres stagiaires jouaient les rôles des victimes et des secouristes. « Bonjour, ce sont les secours, qu'est-ce qui s'est passé ?»« J'ai hyper mal à l'épaule. » Alex évalua rapidement la situation, en posant quelques questions aux victimes en état de répondre et en fit part au formateur. « La victime qui m'inquiète le plus est la victime à gauche qui saigne abondamment. »« Abondamment, ok. »« Elle commence à avoir des vertiges et des malaises, précisa le jeune urgentiste. »« Ok. » Pendant que ses collègues préparaient les cordes pour descendre, il prépara tout son kit perfusion et ses premières drogues pour anticiper au maximum. Il mit tout dans ses poches. Il donna ses consignes au secouriste qui le secondait pour la victime urgente et qui s'apprêtait à descendre. « Tony, tu lui mets le brassard à tension et le saturomètre. Dès que je suis en bas, je fais un bilan rapide et je te donne les constantes. Et vérifie s'ils sont bien attachés tous les 3. »« Ouais, répondit Tony. »« Je vais mettre le remplissage, antalgie et on remonte. Je techniquerai là-haut, annonça Alex. »« On est à 142 de fréquence cardiaque avec un pouls filé et une tension systolique à 7, indiqua Tony qui avait rejoint le blessé. « Ça veut dire quoi ?» dit la victime qui avait mal à l'épaule, inquiet pour son compagnon de cordée. « Ça veut dire qu'il a perdu un peu de sang, répondit Tony en minimisant les faits pour ne pas augmenter son anxiété. Alex descendit rapidement derrière le secouriste. Il avait dû trouver sa place dans la crevasse d'1 mètre de large. « Moi c'est Alex, je suis le médecin. Alors, dis-moi. »« J'ai mal à l'épaule. » L'urgentiste palpa doucement l'épaule. « Je te fais mal là ? Alors, je vais t'administrer un médicament contre la douleur. Et ensuite, on va y aller tranquille. » Il avait rapidement évalué la situation de cette victime et donné ses consignes au secouriste pour la remonter. Il se préoccupait plus pour la victime qui saignait et nécessitait des soins urgents. Un urgentiste de secours en montagne devait impérativement être à l'aise avec la pose de voie d'abord veineux. Un geste d'ordinaire réalisé par les infirmiers. Alex, marié à une infirmière anesthésiste, avait amélioré considérablement sa technique. Mais entre le froid et les couches de vêtements, il devait s'accommoder. Le médecin formateur était vigilant à ce qu'Alex faisait. Il devait impérativement adapter ses compétences d'urgentiste et avoir les bons réflexes, notamment pour soulager rapidement la douleur avec des analgésiques. Il avait rapidement pris en charge la victime urgente qui, après la pause de la perfusion et l'analgésie, réagissait. « Je me sens tout bizarre, c'est quoi ce truc-là ?»« Il est plus ou moins stable, dit Alex au secouriste. Il faut le remonter au plus vite. » Mais à ce moment, les choses s'étaient compliquées. « Il n'a pas mal au dos ni au cervical, dit Alex au formateur. Il n'y a pas de bassin, mais il y a une fracture ouverte isolée qui saigne abondamment. Le garrot fait effet. Il est hypotendu. J'ai besoin qu'il soit évacué au plus vite. Mais il ne peut pas être évacué debout. Avec un choc hémorragique, il va nous filer entre les doigts si on fait ça. Il faut le remonter allongé. Il nous faut la perche. Je vais devoir commencer l'aréa dans la crevasse. » Il injecta la noradrénaline en commençant à 0,4, en attendant que le reste de l'équipe installe le système pour descendre la perche, sorte de brancard. 2 autres blessés légers avaient été extraits et pris en charge par une autre équipe de secours. L'heure tournait. Enfin, la perche fut prête. C'était au tour d'un autre médecin, Caroline, de piloter l'opération. La manœuvre s'avéra délicate. Il fallait glisser la perche sous la victime malgré l'encombrement. Ce n'était pas le moment de s'en mêler dans le labyrinthe de cordes. La moindre erreur pouvait compromettre la sécurité de la victime et celle de toute l'équipe de secours. Après plusieurs minutes d'efforts intenses et près de 2 heures d'exercice en conditions réelles, l'intervention se termina. « Ok, fin de l'exercice, dit enfin le formateur. » Les applaudissements retentirent. Le médecin formateur fit un rapide bilan. Les choix avaient été bons, mais il y avait des choses perfectibles, et notamment la prévention de l'hypothermie, essentielle dans les conditions qui avaient été les leurs et avec les types de pathologies rencontrées. Lors du débriefing, Alex repéra tout de suite son erreur. Il était tellement dans l'action, dans le fait que le patient n'allait pas bien, qu'il avait accroché la perfusion sur la glace, ce qui revenait à remplir le patient avec un liquide glacé, ce qui favorisait l'hypothermie.
La journée avait été longue et épuisante. De retour à la Grave, stagiaires, policiers, gendarmes et formateurs se retrouvèrent au chalet. La nuit, ensemble, ils brisaient le silence de la montagne, mais leur soirée allait être interrompue. Non, avant cette interruption, Alex avait eu le temps d'appeler Elena comme il le faisait chaque soir. « Nous venons de recevoir un appel du secours en montagne de Briançon, dit un des formateurs. Ils ont 4 personnes qui se sont perdues dans les pourtours de la Grave, et ils nous demandent si nous pouvons les aider, puisque nous sommes plus près. Vous avez à peu près 10 minutes pour vous préparer. C'est largement suffisant. Pour info, il ne fait pas très froid, en revanche, prenez des frontales. » La nuit était noire à la Grave. Les stagiaires partirent à la recherche de randonneurs étrangers, dont un était blessé par la chute d'un rocher. Il s'agissait bien sûr d'une situation de simulation supplémentaire dans laquelle Amélie, urgentiste à Annecy, fut désignée comme médecin de l'intervention. Tous les autres stagiaires jouèrent des secouristes. Dans cette simulation, le médecin devait faire preuve de leadership et d'organisation sous le regard des formateurs. Il fallait que le leader soit bien identifié parmi les secouristes et qu'Amélie donne ses ordres clairement, qu'elle dise ce qu'elle allait faire. Malheureusement, ce fut l'inverse qui se produisit. Amélie parut un peu perdue à certains moments. Tout le monde intervenait, personne ne restait à sa place, et il n'y avait pas de leader bien défini. La jeune urgentiste avait perdu ses réflexes face à une équipe qui lui posait des questions toutes les 2 secondes, l'interrompant dans ce qu'elle faisait. Elle pensait qu'une action était effectuée, alors qu'elle ne l'était pas, ou bien pas comme elle l'avait demandé. Elle n'avait pas pris le temps de collecter toutes les informations, et de ce fait, son bilan clinique était incomplet. Elle s'était laissée dépasser par son stress et n'aurait pas fait ses erreurs dans son contexte habituel. L'objectif des formateurs était justement de montrer aux stagiaires que ce stress était délétère et qu'il fallait prendre le temps de faire les choses comme on sait les faire, de reprendre les choses dans l'ordre pour ne rien oublier et faire de la médecine de qualité. Vendredi 9 septembre 2033. Le lendemain, le réveil fut difficile au chalet. Il leur fallait digérer les erreurs de la veille, et une journée de simulation intense et extrême attendait les jeunes médecins. Et il n'était pas question d'avoir le vertige. Ils partaient secourir 2 victimes engagées, une foudroyée et inconsciente, l'autre avec une fracture ouverte de jambe. Cette intervention, dans laquelle Alex était le médecin, allait se dérouler à pic, à plus de 20 mètres du sol sur une paroi rocheuse. « Aïe, j'ai mal !» criait la victime à la fracture. « Bonjour, c'est les secours. Elle saigne ta plaie ?» demanda Alex qui avait grimpé à sa hauteur. « Elle a saigné, c'est sûr. Là, je n'ai pas regardé » répondit la victime. « Je fais un garrot et après je monte. »« Elle s'appelle comment ta collègue ?» demanda Alex tout en faisant le garrot. « Aurélie. »« Ok, je reviens. » Dans cet environnement vertigineux, secouristes et médecins doivent trouver l'équilibre entre rapidité et sécurité. Alex s'était rapproché de la victime foudroyée. « Aurélie, Aurélie, ça va ? Ouvre les yeux, Aurélie. » À cette hauteur, le médecin devait rester lucide, gérer son stress, ne rien laisser tomber et surtout prendre les bonnes décisions médicales. La première victime avait une blessure plus légère à la jambe que celle annoncée. La question de son évacuation rapide ne se posait pas. Pour Aurélie, c'était une autre histoire. Au vu de son état instable, il fallait la stabiliser et l'intuber sur place. Le jeune urgentiste fit pourtant un tout autre choix. Comme il l'expliqua au formateur, là-haut c'était impossible de le faire parce qu'il n'avait pas de place. Il ne pouvait pas la bouger ni préparer les choses tranquillement. Il fallait accepter de tolérer une phase où la victime pouvait être en danger, avoir des complications, mais en intervenant là-haut, ça pouvait très mal se passer. Accepter cette phase de danger était très difficile. Mais cette prise de risque était nécessaire. C'était typiquement le genre d'initiative que les formateurs attendaient des futurs médecins de haute montagne. La veille, ils avaient été perturbés par l'environnement. Aujourd'hui, ils étaient parfaitement organisés. Chacun était à sa place, il n'y avait pas eu un mot plus haut que l'autre. Ils avaient communiqué et dit les mots essentiels. Ils avaient fait ce qu'ils voulaient faire. L'exercice de secours en paroi les avait replongés dans la médicalisation verticale, déjà bien travaillée lors des stages précédents à Totavel et à Ossois, mais cette fois au cours d'une simulation médicale bien plus complexe à gérer. À l'issue de cette 4e session de formation, la majorité des stagiaires avaient validé les compétences techniques requises. Il restait les résultats du mémoire et ils recevraient bientôt leur diplôme universitaire tant convoité de médecins de haute montagne. Cependant, seuls 20% d'entre eux auraient la chance d'intégrer le cercle très fermé des équipes de secours.
Les stagiaires avaient aussi noué des liens d'amitié durant ces 4 sessions et espéraient bien se revoir de temps en temps autour d'un repas au restaurant. Pour l'instant, Alex n'avait qu'une idée, retrouver Elena et sa fille. Elle lui avait manqué et les appels en visio étaient loin d'être suffisants. Il avait hâte de les serrer dans ses bras. Il faut dire qu'Éléonore avait maintenant 6 mois et demi et commençait à montrer son petit caractère. Elena l'avait allaitée jusqu'à ses 6 mois. Depuis quelque temps, elle avait commencé à découvrir de nouveaux goûts et exprimer ce qu'elle aimait ou pas au niveau alimentaire. Elle réagissait maintenant face aux inconnus, mais elle était habituée à rencontrer de nombreux visages. Tout le monde la connaissait au bloc d'orthopédie, aux urgences et aux SMUR, ce qui faisait pas mal de monde. De plus en plus habile avec ses mains, elle saisissait de mieux en mieux les objets pour les porter à sa bouche ou les examiner, et elle voulait tenir son biberon toute seule. Elle bougeait aussi de plus en plus, se retournant sur le ventre lorsqu'elle était sur le dos, demeurait quelques instants assise sans appui, et elle se mettait à 4 pattes. Elle savait très bien que lorsque sa mère ou son père la berçait avec son doudou, elle n'allait pas tarder à aller au lit. Et par-dessus tout, elle imitait parfaitement les grimaces que ses parents lui faisaient pour jouer. Elle était d'ailleurs le plus souvent un bébé très enjoué et amical, et commençait à babiller ou crier pour attirer l'attention. Éléonore réservait ses plus beaux sourires à son papa, et le cherchait du regard dès qu'elle entendait prononcer son prénom, et Alex revenait souvent dans la bouche de sa mère, notamment lorsqu'elle lui téléphonait. Et le jeune papa était fou de sa fille, qui ressemblait de plus en plus aux photos que leur avait confiées Laurence. Ses yeux étaient devenus verts, comme ceux de sa grand-mère Éléonore et ceux de sa mère Helena. La jeune femme attendait impatiemment Alex avec Éléonore dans les bras, afin qu'il puisse lui faire un câlin avant d'aller la coucher dans sa chambre. Leur bureau, qui avait finalement retrouvé son usage initial. Le bébé était déjà à moitié endormi quand il arriva. Ils expédièrent ensuite leur dîner. Alex n'avait qu'une envie, se retrouver au lit avec sa femme. Il ne perdit pas de temps et était déjà installé sur le lit en tailleur lorsqu'elle revint de la salle de bain. Il la contempla lorsqu'elle ôta très lentement le drap de bain dont elle s'était enveloppée. Le feuillage d'Héléna l'excita au plus haut point, mais il ne voulait pas précipiter les choses, il la laissa venir à lui. Elle se dirigea vers lui à genoux sur le lit en le fixant de ses yeux verts, comme un félin. Elle s'assit face à lui en roulant ses longues jambes autour de sa taille. Il lui entr'ouvrit les lèvres pour explorer sa bouche, puis ils s'étourdirent de caresses, les yeux dans les yeux. Un désir impérieux s'empara d'eux, et Alex lui souleva les hanches pour la pénétrer avant de lui laisser l'initiative. Elle lui fit l'amour en douceur, mais intensément, faisant durer les mouvements de va-et-vient, variant le rythme jusqu'à l'orgasme. Ils se donnèrent l'un à l'autre une bonne partie de la nuit, variant les positions avant de s'écrouler, épuisés, mais ivres de plaisir.